Bonsoir à toutes et tous. Alors, ce soir, nous vous proposons une conférence qui est prononcée par Madame Wieland, qui est conservateur en chef du patrimoine, responsable d'un acronyme, d'un service qui est un acronyme, qui finalement s'occupe d'un patrimoine qui est toujours difficile à conserver, à préserver, à mettre en valeur, qui est les objets d'art, qui sont soit des œuvres d'art religieuses, soit des œuvres d'art civiles. Peut-être les œuvres d'art religieuses ont-elles parfois plus de difficultés à être conservées, à être mises en valeur. Et je pense que c'est l'occasion de nous faire voir quelles sont les missions, les difficultés que vous pouvez rencontrer pour préserver justement ce patrimoine religieux et civil. Je vous cède la parole bien volontiers. Bonsoir à tous. Merci déjà de cette invitation, parce que je dirais que la commande pour moi n'est pas est originale, parce qu'en tant qu'historienne de l'art, je suis plutôt habituée à venir parler d'un artiste, d'un courant, d'une guise, et là on me demande de parler d'un service. Alors vous êtes bien courageux de venir écouter pendant 1 heure parler d'un service de la ville de Paris. Alors, bon, j'espère que ça ne va pas être trop ennuyeux, mais c'est pour nous un honneur de vous montrer que nous travaillons. Des fois, c'est vrai un peu dans l'ombre, donc c'est pas grave, on travaille d'autant mieux qu'on est dans l'ombre et qu'on essaie de faire au mieux en fonction de nos possibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la conférence « Mais qu'est-ce que la COARC et que fait la COARC ?» Voilà. Alors, le passage. C'est vrai que quelquefois, m'échapper. Bon, c'est déjà bloqué. Ça y est, c'est voilà, parti. c'est parti. Après, j'appuie. Après, c'est bon, je peux appuyer sur les flèches comme normalement. Mais il y avait malheureusement sur la souris. Oui, avec la molette. D'accord, je ferai avec la molette. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, ce sera le seul tableau aussi ennuyeux que je vous montre. Les autres sont des vrais tableaux. Mais c'était pour vous expliquer voilà, un petit peu comment ça s'organise à la ville de Paris et où nous sommes. Voilà. Alors, il faut se dire que la ville de Paris, c'est tellement grand, comme vous le savez, c'est à la fois une ville et un département, c'est tellement grand que c'est structuré en directions et qu'on pourrait dire que chaque direction, c'est un petit peu un État dans l'État, Paris, donc chaque direction correspond à un ministère, vous voyez, un mini-ministère, voilà. Donc, le service que je dirige est au sein de la direction des affaires culturelles, dont l'équivalent serait le ministère de la Culture, en toute modestie. Mais à la ville, vous avez aussi une direction des espaces verts qui serait le ministère de l'Environnement. Vous avez une direction des affaires scolaires qui serait le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, vous voyez, on peut un petit peu calquer comme ça. Vous avez même une direction des affaires internationales qui serait le ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc on est un petit peu comme ça en nombreuses directions. Et au sein des directions, nous sommes organisés en sous-directions. Et au sein des sous-directions, nous sommes organisés en départements. Voilà. Donc, au sein de la direction des affaires culturelles, vous allez trouver quelque chose de très important qui sont les archives de Paris, qui conservent non seulement tous les livrets, naissances, etc., mais aussi toutes les archives ayant trait à tout type de commandes en ce qui nous concerne artistique. Vous avez la mission cinéma qui s'occupe de tout ce qui est tournage de films dans Paris, il y en a beaucoup. Vous avez le service du développement et de la valorisation qui s'occupe de tout ce qui est communication, publication, mécénat. Et puis ensuite, bon, évidemment, vous avez le classique qui va être ceux qui s'occupent du juridique, des finances, des RH, enfin voilà, tout ce qu'on pourrait trouver. Et puis après, vous avez 3 sous-directions. Une sous-direction de l'éducation artistique et des pratiques culturelles, dans laquelle vous allez trouver toutes les bibliothèques, la lecture, les enseignements
pratiques et artistiques amateurs, qui sont tous ces ateliers de dessin, de tout ce qu'on peut faire, s'inscrire à la ville en tant qu'amateur pour pratiquer. Et vous avez la création artistique, dans laquelle vous aurez le spectacle, la musique, les arts visuels, bon, voilà, tout ce qui est création artistique nouvelle. Et puis, vous avez la sous-direction dans laquelle nous sommes, qui s'appelle du patrimoine et de l'histoire, dans lequel il y a un département qui s'appelle les édifices cultuels et historiques. Alors, nous, on travaille beaucoup avec eux parce que ce sont nos collègues qui s'occupent de tout ce qui est architecture des édifices cultuels. Donc, eux, ils font le clos et le couvert. Enfin, voilà, quand il y a eu la grande restauration de la tour de Saint-Sulpice, c'était eux. Voilà. Et puis ensuite, il y a la conservation des œuvres d'art religieux et civils. Donc, nous gérons, alors je dis toujours, ils ont la boîte et nous, il y a tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, on gère toutes les œuvres qui sont dans ces édifices cultuels. Les peintures murales, les vitraux, les tableaux, les objets liturgiques, les textiles, les sculptures, enfin voilà. Tout ce qui appartient à la ville, c'est-à-dire tout ce qui est antérieur à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Puisque vous savez qu'en 1905, il y a eu cette loi qui fait que tous les édifices cultuels sont devenus la propriété des collectivités territoriales en France, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que voilà, l'église du village, c'est le maire qui la gère, n'importe quel village, à l'exception des cathédrales qui sont restées la propriété de l'État. Donc, du coup, la ville, c'est pour ça qu'on s'occupe, ça peut paraître étrange que la ville ait même à gérer des vêtements liturgiques et des pièces d'orfèvrerie, mais c'est parce qu'elles sont antérieures à 1905. Et après, c'est propriété du diocèse de Paris. Et puis, nous gérons aussi les décors civils et la statuaire. Donc ça, je vais vous montrer des exemples, bien sûr. Il y a aussi, très important, le département de l'histoire, de la mémoire et du musée associatif. Vous devez sans doute le connaître en tant que société d'histoire, où il y a la Société d'histoire de Paris, où il s'occupe de tout ce qui est mémoriel, de toutes les plaques commémoratives. Et ils ont aussi en gestion les musées parisiens associatifs, comme par exemple le musée de Montmartre, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, etc., qui sont les musées associatifs. Le département de l'histoire de l'architecture et de l'archéologie. Donc, c'est là où il y a la commission du Vieux-Paris, qui gère tous les dossiers concernant l'architecture, et où il y a aussi le département d'archéologie qui fait les fouilles sur le territoire parisien et qui valorise souvent ces fouilles. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, avec le site sur Théodore Vaquer, un des premiers grands archéologues parisiens. Et souvent, quand ils font vraiment des découvertes d'œuvres, vraiment d'objets très intéressants, ils sont valorisés par le musée Carnavalet, avec qui, bien sûr, nous sommes en lien. Et puis, il y a l'atelier de conservation et de restauration des photographies qui traite le patrimoine photographique de la ville, musée compris, mais aussi toutes ces photographies anciennes qu'on peut trouver dans les bibliothèques historiques, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment le patrimoine de la ville, c'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas de musée, puisque l'établissement public Paris Musée, c'est un établissement public, ils sont indépendants. Ils ne sont plus à la direction des affaires culturelles depuis 2012. Donc, nous, en fait, nous gérons tout le patrimoine qui n'est pas dans les musées. Voilà, en gros. Donc, ça va vite. Voilà, donc pour vous montrer 96 édifices cultuels, j'ai évidemment choisi les 4 édifices du 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Joseph-des-Carmes, Saint-Sulpice et Notre-Dame-des-Champs. Mais je vous ai montré, voilà, ça va venir, je vais vous familiariser, la carte de tous les édifices cultuels dont la ville de Paris a la propriété. Alors, il n'y a pas que des églises, il y a 85 églises, 9 temples et 2 synagogues. Et donc, pour vous montrer la répartition, évidemment, nous en avons beaucoup plus dans le centre, parce que j'allais dire que plus l'arrondissement est ancien, plus il y a d'édifices antérieurs à 1905, et puis plus on va vers les arrondissements périphériques qui ont été, comment dire, rattachés à Paris du temps d'Haussmann, avec encore des constructions d'églises avant 1905 qui sont à la ville, et puis aussi beaucoup d'églises vraiment en extrême périphérie qui, là, très souvent sont postérieures à 1905 et qui ne sont plus propriété de la ville. Alors,
En même temps, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il arrive des fois que des églises aient été reconstruites sur des terrains enfin, qu'il y ait eu une ancienne église antérieure à 1905, reconstruite après 1905 sur le terrain qui appartient toujours à la ville et du coup, l'église appartient quand même à la ville. C'est pour ça que notre église la plus récente, Saint-Éloi, elle est des années 1970. Alors vous allez me dire, ça ne correspond pas très bien, mais c'est pour expliquer qu'il y a quelques cas particuliers. De même, l'église Saint-Michel-des-Batignolles, qui a été construite dans les années 30, est quand même propriété de la ville. En revanche, si vous allez dans le 17e à Saint-Odile, ce n'est pas propriété de la ville, c'est propriété du diocèse. Voilà. Alors, évidemment, dans chaque... je vais vous en parler après du récolement. Donc, quelques exemples de patrimoine religieux. Le message, c'est de dire, visitez les églises, parce qu'il y a toujours des œuvres intéressantes dans toutes les églises, que ce sont on a une très, très grande richesse d'œuvres d'art, avec des très grands noms d'artistes. Là, je vous ai montré juste un Rubens et un Guerchin, mais... Voilà, on a un Tintoret, on a beaucoup de Ristou, énormément de grands artistes que vous pouvez aussi voir au Louvre. Dans les églises, vous pouvez les voir aussi gratuitement, moins bien éclairés, mais gratuitement. Voilà, c'est un avantage. Voilà, un Bruegel, un des seuls Bruegel à Paris qui est à Saint-Séverin. De la statuaire, alors évidemment, j'ai pris mes favoris, le tombeau du curé de Languet de Gergy à Saint-Sulpice par Michel-Ange Schlotz, ou là c'est la Vierge de Pigalle, mais la concurrente, celle de Saint-Eustache, et non celle de Saint-Sulpice. Ou alors, pour vous montrer qu'on a aussi des œuvres contemporaines, modernes, contemporaines, quand elles ont été choisies d'être données par l'artiste à l'édifice, comme ici ce très célèbre triptyque de la vie du Christ de Kessaring, dont la dernière œuvre faite par Kessaring quelques semaines avant son décès. Et vous savez que cet artiste qui est mort assez très jeune du sida, a, dans ses dernières volontés, demandé à ce qu'un exemplaire de ce triptyque soit donné à l'église Saint-Eustache, parce que l'église Saint-Eustache s'était illustrée au moment du sida par son accueil, sa qualité d'accueil des malades, un moment qui était compliqué. Et donc, c'est pour ça que ensuite l'œuvre a été donnée par en fait la fondation John Lennon et Yoko Ono, qui est venue remettre à Saint-Eustache, selon le souhait de l'artiste, ce triptyque qui est très, très visité. Il attire énormément de visiteurs parce que c'est évidemment une œuvre très, très belle et très, très intéressante. Un bel exemple aussi avec le ravissement de Sainte-Marie-Madeleine à l'église de la Madeleine pour la statuaire. Et je vais montrer, c'est parce que justement dessus, on voit toutes ces garnitures d'autel, etc., qui du coup, dont nous avons également la charge. Le vitrail. J'ai choisi ici un exemple avant et après restauration d'un vitrail du charnier de l'église Saint-Étienne-du-Mont, puisque c'est une grande campagne qui dure depuis plusieurs années. Il y a 13 vitraux qu'on voit à hauteur d'homme, donc c'est vraiment très très beau, qui vont du 15e presque au 17e, 18e siècle à Saint-Étienne-du-Mont. Et petit à petit, on en restaure un ou deux par an. Et là, vous voyez comment ici, il avait été complètement cassé, donc à l'époque, on restaurait en mettant des plombs de casse. Et comment la restauration permet de retrouver la lisibilité de la scène. Bon, j'arriverai jamais à faire dans mon sens. Hein. Le patrimoine civil, alors là, j'ai choisi une esquisse qui est au musée... alors celle-ci, j'ai pas mis le musée, j'ai oublié, mais c'est au Petit Palais, qui est une esquisse pour... justement la salle des fêtes de la mairie du 6e arrondissement, Égalité, Liberté, Fraternité, peint par Henri-Léopold Lévy. Voilà. Donc, en effet, le patrimoine des mairies, la COAR gère que ce qui est patrimoine immeuble, c'est-à-dire les décors liés à l'architecture, les décors peints, les boiseries exceptionnelles quand il y en a, les cheminées, ou alors la grande statuaire. Nous avons d'autres collègues qui sont aussi à la sous-direction du patrimoine et de l'histoire, hein, qui, dans un département qui s'appelle le Fonds d'art contemporain, et qui, eux, gèrent
qui sont les petits objets, les petits tableaux, les gravures, etc., qui sont accrochés dans les mairies ou dans d'autres édifices. Dans le patrimoine civil, on peut avoir parfois, par exemple ici, c'était un chantier de restauration dans une école maternelle, puisque la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles est l'héritière de ce qu'on appelait dans le temps la direction des beaux-arts de la ville de Paris. Et dans les années 30, la direction des beaux-arts a commandé toute une série de décors pour les écoles à des artistes. Donc, par héritage, nous gérons un peu ce qui était avant dans le giron de la direction des beaux-arts. Et d'ailleurs, ces très beaux décors avaient fait l'objet d'une très belle exposition qui avait été organisée au Petit Palais par Marie Montfort, à qui j'ai succédé à la Coarque, et qui présentait tous ces décors d'école et tous les dessins préparatoires, toute cette campagne avec des peintures qui se voulaient aussi très pédagogiques, éducatives. Voilà. Et donc ici, ce préau de l'école de la rue de Romainville, en fait, toutes les scènes que vous voyez en hauteur, vous en voyez une, c'était toutes les chansons d'enfants. Donc voilà, je vous ai mis Au clair de la lune, il y avait Ma brousse s'en va en guerre, enfin bon, toutes voilà, ces chansons de ces années-là qui étaient peintes par Jules-Émile Zingue. Et donc nous avons eu l'occasion de restaurer ce décor en 2021. La statuaire publique, voilà, alors ça pour nous c'est un gros morceau. Il y a environ, vous allez dire que c'est pas, vous allez comment, je vais vous dire, il y a environ entre 850 et 1000 statues dehors, c'est pas les compter, c'est que ça dépend comment on compte. Voilà, parce que, comment dire, chez nous, une œuvre correspond à un numéro d'inventaire. Donc, par exemple, si je prends le monument à la République, il ne va pas avoir un numéro d'inventaire, il va avoir un par figure, un par relief en bronze, un par… Alors, évidemment, selon que je compte un monument pour le monument à la République ou que je compte tout ce qu'il y a dessus, je fais gonfler mon nombre de statues dans Paris. Vous voyez, c'est comme ça que je fais. Non, mais voilà, pour vous dire que… Voilà, c'est très important que chaque œuvre sur un monument ait un numéro parce que si on est amené à la restaurer, il faut qu'on puisse précisément identifier ce qu'on a restauré. Si tout porte le même numéro, ça n'est pas possible. Alors, dans le 6e arrondissement, je vous ai fait une petite sélection en espérant que vous les reconnaissiez toutes, puisque… en fait, la statuaire fait tellement partie de notre paysage au quotidien que souvent on passe à côté sans la regarder. Voilà. Et du coup, souvent, c'est après qu'on se dit, ah bon, quand quelqu'un nous apprend, on dit, bon, moi j'ai une statue de Diderot, bon, ah bon, et en fait, on se rend compte que tous les jours, on a l'acheté le pain, on passe devant, mais on ne la regarde jamais. Donc, il faut regarder la statuaire. Parce que moi, ma vraie spécialité, c'est la statuaire. Je vous dis, regardez la statuaire. Donc, ici, je vous ai mis le Bernard Palissy de Marias, qui se trouve devant l'église Saint-Germain-des-Prés et qui me donne l'occasion de remercier le conseil de quartier qui, dès mon arrivée en 2018, m'avait contacté en disant que nous, on a un budget, on aimerait restaurer du patrimoine du 6e arrondissement. Et ensemble, nous avions monté ce projet de restaurer le Bernard Palissy et la fontaine pastorale qui est dans le même square, voilà, le square d'Hervel. Et donc, c'était vraiment pour nous une très belle expérience de sentir la motivation du conseil de quartier à vouloir restaurer le patrimoine de son quartier. Donc, voilà, je vous en remercie encore. Et à côté, je vous ai mis le Condorcet de Jacques Perrin. Alors, en fait, comme vous le savez, il y a eu énormément de monuments qui ont été fondus sous l'occupation pour la récupération des métaux. Et certains… alors, il y a eu plusieurs manières après la guerre. Il y a eu d'abord la volonté de les remplacer, mais souvent avec des commandes, qui d'ailleurs ont été des commandes de l'État.
souvent, c'est des sculptures qu'on a en dépôt à la ville, mais on n'est pas propriétaire, on a la gestion. Enfin, ça, c'est l'articulation toujours un peu compliquée en France, mais de remplacer ces statues, ces bronzes, par des statues en pierre, qui étaient des fois fort différentes, hein, commandées à des artistes beaucoup plus contemporains, mais en se disant, parce que c'est ne pourront pas être fondues, puisqu'il n'y a plus de bronze. Et puis, ensuite, il y a eu la volonté, au contraire, de retrouver la statue à l'identique et de refondre un nouvel exemplaire. Et c'est le cas pour Condorcet, puisque l'exemplaire, il date de 1989. Et ça n'est possible que si la ville a conservé le modèle en plâtre, puisque il y a eu énormément de commandes de statuaires publiques entre 1871 et 1901. Et en fait, la ville de Paris exigeait que le sculpteur livre à la ville ce qu'on appelle le modèle plâtre. Et puis après, il y avait exécution, soit en pierre, soit en bronze, selon ce qui était choisi. Et c'est pour ça que nous avons très très belle collection de modèles plâtre. Bon, hélas, il y en a eu un certain nombre qui ont disparu, parce qu'il y a eu beaucoup de déménagements de réserve au moment des guerres, etc. Donc, il y a des fois des statues qu'on a pu fondre à nouveau parce qu'on avait toujours le modèle. Donc, on recommande des moules dessus et on peut faire un nouveau tirage. Et puis, il y en a d'autres, des fois, on vous demande, par exemple, il y avait un extraordinaire monument sur la fontaine Victor Hugo dans le 16e arrondissement, où maintenant il y a juste une installation contemporaine. Et très souvent, on nous demande, mais ça, on n'a plus du tout le modèle plâtre. Et dans ce cas-là, ça n'est pas possible de refaire des moules, ça n'est pas possible de resculpter l'œuvre. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas remplacer à l'identique. Ensuite, vous avez l'Aurore de François Jouffroy, qui se trouve dans le jardin des grands explorateurs, vous savez, qui est pour le Sénat, devant la faculté de pharmacie, que nous avions restauré en 2020-2021, parce que l'Aurore n'avait plus de main d'ailleurs. Voilà. Et donc, on les a pu les restituer. Ensuite, je vous ai mis le Diderot de Jean Gautrin, qui se trouve boulevard Saint-Germain. Le Alfred Vulpian, qui était un neurologue, psychiatre et anatomiste, dont la statue se trouve entre la place de l'Odéon et le boulevard Saint-Michel, dans l'escalier tout près de l'école de médecine, bien sûr. Le monument à Francis Garnier, qui lui était un officier de marine explorateur français qui a découvert un certain nombre de contrées en Extrême-Orient, l'Indochine, il a remonté le Mékong, etc. Et il est mort à Saigon, et en fait, en 1983, ses cendres ont été retrouvées, le lieu de sa sépulture a été retrouvé, et depuis, ces cendres ont été rapatriées en France et installées, enchâssées dans le socle du monument en 1987. Voilà. C'était un monument qui se trouve au carrefour vers l'Observatoire, enfin, voilà, à Port-Royal. Ensuite, vous avez le Balzac de Rodin, une des grandes fiertés, qui d'ailleurs a été restauré l'an dernier grâce à un mécénat, c'était je ne me rappelle plus, Paul. Alliance, oui, c'était dans le cadre du plus grand musée de France, c'est ça. Alors, le plus grand musée de France, c'est des projets de mécénat qui sont soutenus par la sauvegarde de l'art français. Et c'est une sorte de concours, le plus grand musée de France. Il y en a un à destination des entreprises et un à destination des universités ou des lycéens. Ce qui veut dire que, par exemple, au sein d'une entreprise, c'est assez fédérateur, on demande, nous, on nous demande de proposer des œuvres, mais pas que la ville, beaucoup d'autres, tout le monde peut proposer des œuvres. Et après ça, au sein de l'entreprise, ils font voter les gens pour savoir quelles œuvres ils ont envie de faire restaurer. Alors évidemment, la fois on a mis le Balzac de Rodin, on a un peu écrasé la concurrence, mais bon, c'est pas grave. Et donc, évidemment, ça fédère beaucoup les gens dans l'entreprise. Et puis, du coup, l'entreprise verse une somme pour la restauration. Et puis, nous, on vient
communiqué dans l'entreprise, et puis même ils sont venus voir sur place, ils ont été reçus par le restaurateur qui leur a expliqué ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc ça, c'est pour les entreprises. Puis après, il y a la même chose pour les lycéens ou les étudiants en faculté, où là, c'est vraiment les étudiants qui font les recherches sur l'œuvre, qui choisissent le projet. Et les étudiants, ils ont pour mission de trouver 5 000 euros. Donc voilà, c'est pour leur apprendre aussi à faire de la démarche de mécénat, et donc aller voir les banques, les entreprises du quartier, essayer de les solliciter, les commerçants, etc., pour trouver 5 000 euros. Et après, la sauvegarde de l'art français complète, en fonction, parce que des fois, c'est plus cher que 5 000 euros la restauration. Donc voilà, donc cette année encore, nous travaillons avec des étudiants sur des œuvres. Ensuite, vous avez la République de Swatow, qui est le long de la Seine, et qui a été récemment nettoyée parce que nous l'avions nettoyée en juillet 2024, parce qu'il y avait un tout petit événement après qui était les Jeux Olympiques. On s'est dit quand même, avec une cérémonie sur la Seine, si la République est toute sale, c'est pas très valorisant. Donc, on l'a nettoyée vraiment un petit peu en dernière minute pour qu'elle soit bien belle pour les Jeux Olympiques. Ensuite, vous avez le buste de Strindberg, qui est d'Auguste Strindberg, qui est une réédition d'un buste qui avait été créé en 1905 par un artiste suédois qui s'appelle Karl Held. Et c'est un cadeau de la Suède. Et en fait, il est installé vraiment à l'arrière de l'église Saint-Sulpice, avec sur le cartel une phrase qui rappelle que Strindberg aimait beaucoup venir dans l'église Saint-Sulpice, et entre autres, il avait écrit sur la chapelle de Delacroix. Voilà. Et donc, moi, je venais d'arriver à la Coarque. Je suis arrivée à la Coarque fin 2017, et une de mes premières missions, ça a été d'assister à l'inauguration de ce buste en présence de la ministre de la Culture suédoise, qui remettait officiellement ce buste à la ville de Paris. Et c'est vraiment un très beau buste. Ensuite, d'autres œuvres que vous connaissez bien, Picasso, la poésie, hommage à Guillaume Apollinaire, qui est dans le square Laurent Prache. Le Danton. Alors, le Danton, nous devrions normalement cette année réussir à nettoyer le socle, parce que c'est vraiment un souhait de notre élu au patrimoine, Karen Tayeb, qui trouve que les inscriptions ne sont plus lisibles. Alors, vous allez me dire pourquoi vous ne nettoyez pas tout? Alors, c'est parce que, en fait, c'est la position géographique de la statue. Je vous fais entrer dans voilà, la vérité des services. C'est que c'est une statue, forcément, il faudra mettre un échafaudage autour, il faudra mettre des protections autour. Et en fait, quand vous avez une statue qui est entre une voie avec des voitures, une voie de bus, et juste en face d'une sortie de métro, je ne vous dis pas les tracas administratifs pour mettre un échafaudage. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il va y avoir une réflexion globale de cette place. Et c'est là où nous, on doit se caler un petit peu avec nos collègues qui travaillent à la direction de la voirie, quand ils auront ce projet, pour que, parce qu'à ce moment-là, le temps de leurs travaux, ils vont couper la circulation. Je pense que la sortie de métro, il y en aura une de fermée, etc. Et du coup, nous, on arrivera à ce moment-là pour nettoyer la statue, parce que ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup, comme ce projet, je crois qu'il est reporté à 2026, du coup, on est obligé d'attendre, parce que vous allez voir que quand on fait... on est souvent obligé d'attendre. Vous aussi, mais nous aussi. Donc, on est obligé d'attendre. Et du coup, notre élue était tellement déçue parce qu'elle tenait tellement à ce qu'on puisse restaurer cette statue qu'elle a dit, à défaut de pouvoir faire tout de suite toute la statue, on se débrouille au moins pour faire le socle. Voilà, pour qu'au moins on relise les inscriptions. Donc ça, on va le faire cette année. Et puis, il y a, je vous ai mis la fontaine Saint-Michel, qui est en restauration. Alors là, c'est un cas un peu complexe parce que vous voyez, dans le temps, quand on commandait des fontaines, eh bien, les fontaines étaient commandées par le service de l'architecture de la ville, et les statues étaient commandées par la direction des beaux-arts. Donc, on se retrouve, nous, à s'occuper des statues qui sont sur une fontaine dont on ne s'occupe pas. Voilà. Donc, ça complexifie des fois un peu les choses. Et heureusement qu'on ne s'occupe pas de la fontaine, parce que si vous me mettez à faire de
de la fontainerie et de la tuyauterie, ça va mal se passer. Donc, chacun a son métier. La direction de la construction et de l'architecture s'occupe de la fontainerie et de la structure architecturale de la fontaine. Et nous, on s'occupe des sculptures. Donc là encore, on doit travailler en bonne coordination avec une autre direction. Alors, le patrimoine, voilà, je vous ai remis une petite définition du patrimoine. C'est ce que la nation, les collectivités territoriales ou chacun d'entre nous choisit de transmettre au futur, de conserver et de préserver. Et ça, c'est vraiment nos maîtres mots, c'est-à-dire que nous, on essaie de préserver, on essaie de conserver dans le but de pouvoir le transmettre encore aux générations futures. Donc, on préserve des agressions naturelles, physiques, chimiques, biologiques, humaines, et évidemment pour le plaisir et l'éducation de tous, parce qu'il ne faut pas oublier que surtout pour la stature publique, il y avait une vraie vocation pédagogique dans ces œuvres. Voilà. Donc souvent, patrimoine, nous on utilise plutôt des fois le terme de bien culturel, parce que quand on dit qu'on s'occupe de patrimoine, il y a des gens qui pensent qu'on fait des placements bancaires. Et donc, bien culturel, c'est mieux que œuvre parce que c'est plus large, parce que c'est quelque chose qui est lié à notre culture. Alors, ça n'a pas besoin d'être forcément un chef-d'œuvre. C'est pour ça que dans les biens culturels, on inclut quelque chose qui tient aussi beaucoup à cœur de notre élu, ce qu'elle appelle le petit patrimoine, qui peut être une borne milliaire, une toute petite fontaine, voilà, des choses comme ça, des très beaux lampadaires, un portail ancien, voilà, qu'on ne peut pas déclarer comme œuvre d'art, mais qui est quand même un bien culturel. Voilà. J'arriverai pas à faire dans le bon sens. Hein. Voilà, donc le patrimoine s'altère, hélas. Donc, une altération, c'est la modification d'un bien ou d'un matériau qui peut entraîner une perte de valeur matérielle, une perte de valeur esthétique, une perte de valeur vénale. Mais nous, comme le patrimoine est inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne le vend pas, la perte de valeur vénale, on ne s'en occupe pas beaucoup, puisque voilà, les matériaux s'altèrent plus ou moins rapidement selon leur nature, ça vous vous en doutez. De la pierre, du bronze, ça résiste mieux que du papier ou du textile, mais surtout selon l'environnement. Parce que voilà, une église, ça peut être froid et humide, et donc c'est plus difficile de conserver des textiles dans une église que dans un musée. Voilà. Donc, plusieurs facteurs peuvent être responsables de l'altération d'un bien culturel. Alors, bien sûr, il ne faut jamais oublier qu'un objet, il est comme nous, enfin, les matériaux, ils vieillissent avec le temps. Et donc, il y a un vieillissement normal des constituants ou aussi un vieillissement par l'usage, hein, par l'utilisation. Et ça, c'est un point très important parce que nous, contrairement à un musée où les objets sont d'une autre manière sacralisés, c'est-à-dire qu'on ne s'en sert plus, eh bien, nous qui travaillons avec les édifices cultuels, il est hors de question qu'ils ne puissent plus se servir. On ne va pas interdire de... voilà, s'il faut par exemple faire une procession avec une chasse le jour du Saint et que ce jour-là il pleut, nous on va pas arriver en disant ah non aujourd'hui il pleut donc vous n'allez pas le faire, non c'est pas possible, vous voyez, donc on est obligé de s'adapter aussi et voilà parce que il faut pas oublier que dans le cadre de la loi de 1905, même si la ville est propriétaire de l'œuvre elle est affectée au culte. Voilà, et c'est sa mission première. Et ça, nous devons le respecter. Et notre rôle, eh bien, c'est de travailler avec les paroisses pour arriver à faire valoir des préconisations par rapport à la conservation matérielle du bien et donc à sa transmission au futur, et en même temps, tout en respectant les usages qui vont avec. Vous ne voulez pas me passer que je ne fasse pas à l'envers. Je le fais à chaque fois. Merci. Alors, je vous ai classé les différents types d'altération pour que vous preniez conscience du nombre d'altérations, etc. C'est comme ça qu'on les classe aux élèves à qui on enseigne la conservation et la conservation préventive. Il y a ce qu'on appelle les facteurs naturels à effet immédiat et catastrophique. Donc ça, c'est les tempêtes. Donc quand il y a des tempêtes, des gros coups de vent,
On sait très bien qu'après, on va avoir une paroisse, on va dire, alors là, j'ai un petit bout de vitrail qui est tombé. Enfin bon, voilà, ça a des dégâts. Ça peut générer un dégât des eaux dans un édifice parce que ça va percer un endroit de toiture qui était fragile. Enfin voilà, voilà. Donc ça, c'est important. Il y a évidemment les incendies qui sont imprévisibles, tout ce qui peut être inondation, les animaux aussi. J'ai les animaux parce que enfin, là, c'est pas trop dans les édifices culturels ni rien, mais un chat qui saute d'un meuble ou un chien qui agite la queue, je peux vous dire que ça fait beaucoup de dégâts immédiats et catastrophiques. Ensuite, il y a les facteurs humains à effet immédiat et catastrophique. Ben, ça, je vais vous montrer des images de tout ça après. Donc, c'est le vandalisme, le fanatisme, les attentats, évidemment les conséquences des guerres, tout ce qui est vol, les travaux qui des fois peuvent abîmer des choses, les manipulations d'œuvres qui peuvent mal tourner, les déménagements, le transport, on fait prendre des risques aux œuvres. Donc ça, c'est tout ça. Ensuite, il y a les facteurs naturels à effet lent et cumulatif. Alors ça, c'est autant les premiers, c'est assez facile de sensibiliser les gens dessus, bien que ce soit des choses non prévisibles. Les deuxièmes qui sont très prévisibles, c'est beaucoup plus difficile de sensibiliser les gens parce que faut leur dire oui, on ne fait pas ça aujourd'hui parce que sinon, dans 40 ans, il y aura ça. C'est difficile. Dans 40 ans, l'œuf sera abîmé parce qu'aujourd'hui, vous faites ça ou vous ne faites pas ça. Ça, c'est plus difficile à faire passer. Ça va être le fait de mettre une œuvre dans une température inadéquate, une humidité relative qui n'est pas bonne, trop humide, etc. La pollution, la lumière, les agents de corrosion, enfin tout ça. Les insectes, les rongeurs, la végétation. Vous savez, des fois, ils poussent des arbres dans les fontaines et tout, c'est terrible. Voilà. Et les facteurs humains à effet lent et cumulatif, bah, ça, c'est le fait que les gens touchent, qu'il y a des vibrations, que des fois, les gens font quelque chose avec une bonne intention, mais par ignorance, en fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Des fois, le manque de bon sens, la négligence, voilà. Les graffitis qui aussi peuvent en répétition, voilà. Alors voilà, effet naturel à effet immédiat catastrophique, comme vous vous rappelez peut-être. Pile un mois avant Notre-Dame, l'incendie du transept de Saint-Sulpice, qui a été voilà, assez terrible, enfin heureusement limité au transept, mais quand même assez terrible et qui a été voilà, restauré depuis. Alors là, j'en ai beaucoup à vous montrer. Ça, c'est les tags, les dégradations de statuaires. Voilà, donc vous avez ici une statue du 11e, le Boteler, qui a été repeint, la Montmartroise, complètement taguée. Voilà, Écoute de Henri de Miller devant Saint-Eustache, sur laquelle on intervient. Alors là, j'avoue que depuis qu'on l'a vraiment bien restauré depuis quelques 3-4 ans, il y a moins de tags. On y est revenu 2-3 fois, mais beaucoup moins qu'avant. Mais bon, voilà, quand même. Alors là, je n'ose même pas vous en parler. Comme vous savez, l'actualité, là, le maire de Paris-Centre craque, donc il a déposé plainte. Alors là, c'est tous les jours. Voilà, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est en continu. Et donc, vous imaginez bien que la pierre, les tags à répétition, il faut les enlever, c'est des solvants, et petit à petit, ça abîme quand même. Ah, ça, c'était une manifestation. Alors évidemment, ça arrive toujours un dimanche, d'un seul coup, téléphone sonne, parce qu'il y a un cadre d'astreinte tout le temps qui est là. On est d'astreinte à peu près une fois par an, où la direction des affaires culturelles, et dès qu'il se passe quelque chose dans un théâtre, une bibliothèque, une statue, etc., c'est nous qu'on appelle. Il faut aller porter plainte. Enfin, voilà. Et là, ce jour-là, c'est une collègue qui était d'astreinte qui m'a appelé, qui m'a dit, alors, il y a eu une manifestation féministe sur le monument Maréchal Gallieni. Elles ont fait couler de faux sang. Enfin bon, c'était terrible. Et il y a eu une grosse averse l'après-midi. Et donc, le soir, c'était déjà un peu mieux. La météo a été avec nous. Mais bon, après, on a envoyé des restaurateurs. Mais ce qui est très compliqué, c'est que nous, on travaille avec des marchés publics. Alors, on fait ce qu'on appelle des accords cadres qui nous permettent de déclencher très, très vite des restaurateurs quand il y a besoin. Mais bon, des fois, ils sont ailleurs, engagés sur autre chose. Des fois, je passe dans 2 jours, c'était déjà très court. Et des fois, il faut expliquer, parce que les gens disent, ah, c'est toujours pas parti. Alors, évidemment, il y a des degrés d'urgence. C'est-à-dire que
quand on est vraiment sur des tags, comme vous avez vu, sur les gens qui signent, là, bon, si ça part au bout de 3 jours, c'est pas très grave. Quand on est sur des tags qui sont qualifiés de injurieux, haineux, etc., là, on les presse beaucoup plus et des fois on leur dit non, là, il faut y aller tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une fois, il y avait quelqu'un qui était complètement, enfin voilà, qui a été placé après parce qu'il était vraiment malade, qui, une fois sur le quai de Seine, pareil, un dimanche, les gens sont réveillés sur le quai de Seine, dans le 6e, il y avait des croix gammées sur tous les socles de monuments, sur le Condorcet que je vous ai montré, sur la République, des croix gammées partout. Donc là, on n'attend pas 3 jours pour les enlever, je vous promets. Voilà, Dalida est l'objet de beaucoup de tags, voilà, dans le 18e, donc c'est tout le temps. Et donc ça, c'est les tags, on va dire, c'est l'effet immédiat et catastrophique. Ensuite, j'aurais pu vous en mettre pendant 4 heures, hein, j'en ai plein. Alors le suivant. Voilà, alors le suivant, non, ça, tout s'est bien passé, je vous rassure. Il me fallait une photo pour illustrer les facteurs humains à effet immédiat catastrophique. Comme je vous avais dit, le transport, l'emballage. J'ai pris le dernier exemple qui est la dépose, mais dont je vais vous reparler, du tableau de Simon Berthélémy à Saint-Sulpice qui est parti en restauration. Mais c'était juste pour vous montrer que c'est très compliqué, et je vais vous le remontrer après, de déposer un grand tableau, et que donc, heureusement, on a affaire à des professionnels, mais qu'il y a prise de risque, forcément. Voilà, alors là, les effets naturels à effet lent et cumulatif, vous voyez, c'est des œuvres qui ont été laissées dans l'humidité. Voilà, donc tout ce qui est métallique, c'est complètement noirci, les gravures sont pleines de champignons, voilà, pleines de petites touches de moisi. Ensuite, ça, c'est les textiles, par exemple, qui sont pliés puis laissés à la lumière. Voilà, donc du jour on les déplie, la soie n'est plus de la même couleur, parce qu'il y a la moitié qui a passé, parce qu'il était lumière, parce qu'il était du côté sans lumière. C'est pour ça que je dis c'est les effets vraiment lents, voilà. Ensuite, ah oui, alors ça c'était quand on fait du récollement, je vous expliquais, on avait retrouvé une icône qui était enfermée dans un placard qui elle-même était emballée très serrée dans du plastique. Et une icône s'est peinte sur bois et le placard était humide. Et donc, diapositive suivante, quand on a déballé du plastique, l'icône était complètement soulevée, la peinture en train de tomber parce que ce n'était pas du tout des bonnes conditions de conservation. Alors, lent et cumulatif, je reviens, les pigeons ne sont pas mes amis. Je vous le dis tout de suite. Par extension, les arbres non plus, bien que j'aime beaucoup la nature. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dès qu'on veut mettre de la statuaire, et quand il y a des nouvelles statues, tout le monde trouve ça plus joli de mettre ça sous les arbres. Et moi, je suis la seule à dire en disant non, pas sous les arbres, parce que je sais ce qui va se passer. Et forcément, ça oblige à tout le temps envoyer des restaurateurs enlever les fientes de pigeons. Et à force, vous le savez, si vous avez laissé des fientes d'oiseaux sur une voiture, ça finit par attaquer le métal. Donc ça, c'est des effets lents et cumulatifs. Et autre chose, c'est les mousses, la verdure. Alors, vous avez dû voir aussi l'actualité. En ce moment, on connaît un regain de verdissement. Alors, ce regain de verdissement, contrairement à ce que disent les réseaux sociaux, c'est pas qu'on a arrêté de nettoyer les sculptures, pas du tout. C'est que on essaie de trouver pourquoi. On pense que c'est la conjonction de globalement un peu moins de polluants, quelques hivers plus humides. Et depuis le Covid, la nature qui a un peu repris ses droits dans Paris, qui fait que ça verdit, ça verdit, ça verdit. Et ça, c'est un gros problème parce que ça nécessite de traiter les œuvres. Mais en fait, on a l'impression des fois que plus on traite, plus ça reverdit vite. Voilà, parce qu'on met la pierre à nu. Mais en même temps, quand on laisse comme ça, il y a beaucoup de gens pour qui pensent qu'on ne les traite pas et qu'on abandonne les statues et pour qui cette vision est insupportable. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu entre nettoyer ce qu'il faut, mais pas nettoyer trop. Voilà. Alors, je reviens, là, ce n'est pas l'étape, c'est les effets humains à effet lent et cumulatifs, c'est les gens qui touchent. Et vous savez que le pied de Saint-Pierre, Saint-Pierre, il a 4 pieds. Hein. Eh bien là, il est né une légende, ce sont les seins de Dalida. Donc, tout le temps, au bout d'un moment, alors évidemment, on ne peut pas à chaque fois déposer le buste, le renvoyer en fonderie pour refaire la patine, parce que vous savez, la patine, c'est une réaction chimique
qui est faite à la surface de l'œuvre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des restaurateurs qui remettent des cires teintées, on dirait une patine de bronze, ça ne se voit pas. Et comme les gens en touchent, bah, là, évidemment, ça repart aussi vite. Et donc, tous les 6 mois, il faut renvoyer, voilà, remettre un peu de fausses patines au sein de Dalida. Et l'autre, bah, c'est le pied de Montaigne. Et devant la Sorbonne, il faut absolument toucher le pied de Montaigne. Et vous voyez que là, non seulement il n'y a plus de patine, mais ça y est, le métal, vous voyez, le petit relief de la chaussure, il commence à s'user. Et ça, c'est voilà, c'est typiquement un exemple d'effet humain, lent et cumulatif. Bah, il y en a d'autres, c'est aussi la mauvaise utilisation de mauvais produits quand on veut bien faire. Alors, j'avais déjà un ennemi qui était les pigeons, j'en ai un deuxième qui est le Mirror. Puisque le Mirror mal rincé, ça fait ces espèces de dépôts et que ça attaque le métal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit peut-être pas bien sur l'image du milieu, c'est que vous voyez, là, près du cou de la Vierge à droite, on a pu se rendre compte qu'il y avait une patine de vermeil et qu'à force de frotter le Mirror, il n'y a plus de vermeil à la surface de l'œuvre. Voilà, c'est terminé. Et ça fait, vous voyez, des choses toutes terres, des accumulations. Donc, voilà. Mais il y a désir de bien faire, hein, on le comprend, mais ce n'est pas forcément le bon produit. Puis surtout, c'est un produit qui doit être énormément rincé. Dans un métal, tout ne se rince pas, parce que si vous avez des petits clous en fer et que vous rincez, ça rouille. Alors, les parties pas en fer vont pas rouiller, mais le reste va rouiller. Donc, un jour, votre poupe, il va tomber, voilà, il va se casser. Donc, c'est un petit peu complexe, la restauration des métaux, et il vaut mieux nous alerter et laisser faire les restaurateurs. Voilà, c'était pour vous montrer que les tags à répétition, ça finit par faire des espèces d'ombres, ce qu'on appelle les traces fantômes, et qu'on n'arrive plus à retirer, enfin difficilement. Ça veut dire qu'il faut vraiment passer une vraie restauration beaucoup plus. Et puis à côté, c'était cette charmante petite fille. Les gens adorent se faire photographier sur les sculptures, mais ça, c'est pas terrible non plus pour la sculpture de monter toujours sur une sculpture, de s'asseoir dessus, de grapper, parce qu'un jour, il y a un élément qui casse, etc. Et c'est aussi des effets humains lents et cumulatifs. Alors, les missions, maintenant que vous avez compris tout ce que nous avons à gérer, les missions de l'Aquar, inventaire, récollement, la veille, l'état des œuvres, les plans de sauvegarde, les conservations matérielles, les restaurations et la valorisation. On va passer un peu plus vite, je vois que je retourne. L'inventaire et le récollement. Alors, l'inventaire, qu'est-ce que c'est? C'est de temps en temps, normalement à chaque changement de curé, mais on n'arrive pas à suivre le rythme, et le diocèse non plus d'ailleurs. Nous nous réunissons avec nos collègues de la commission diocésaine d'art sacré et on va faire le récollement des œuvres. C'est-à-dire que chacun a son inventaire et on contrôle. Voilà, on les aime ça. Donc, nous, on avait avant des fiches papier. Petit à petit, on les rentre sur des bases de données. On documente les œuvres. Ensuite, on va sur place. On vérifie qu'elles sont toujours là. On prend des photos, on les mesure et après, on vérifie que c'est bien conforme. Et ça nous permet de voir si l'état a évolué, si l'œuvre a changé de place. Alors, vous me direz, pourquoi c'est grave que l'œuvre change de place? C'est grave quand on fait un plan de sauvegarde des biens culturels et qu'on dit aux pompiers, attention, s'il y a un problème, il faut aller chercher en premier le tableau là. Si la paroisse l'a bougé sans nous le dire, le jour où il y a l'incendie, les pompiers y vont, il n'y a plus rien. Voilà. Et là, on n'a pas le temps de jouer à chercher où est-ce qu'a été mis l'œuvre. Voilà. Donc, c'est très important qu'on soit au courant quand il y a des mouvements d'œuvre. Et donc, ça permet de voir aussi s'il y a des œuvres qui ont disparu, qui ont été cassées, etc. Et donc, ça, on le fait vraiment main dans la main avec nos collègues de la commission diocésaine d'art sacré, parce qu'on ne va pas revenir 2 fois, donc on le fait ensemble. Voilà, donc le récollement permet des fois de se rendre compte qu'on a de très belles œuvres et de les faire classer, enfin protégées au titre des monuments historiques, ce qui avait été le cas pour ce très beau tableau attribué à Ferdinand L. l'Ancien, le prophète, un tableau du XVIIe, qui était à Notre-Dame des Blancs-Manteaux. La veille, l'état des œuvres. Alors voilà, là je voulais vous montrer. Alors par exemple, l'hôtel de Saint-Eustache, quand on a restauré ce très beau, cette belle antipendium en textile brodé, c'était la volonté du curé. Il était dans une chapelle qui était juste destinée aux prêtres à l'étage. Il a voulu que toutes les paroissiens puissent en bénéficier, mais comme c'est un textile, évidemment, il allait être abîmé par la lumière, etc. Donc on a conçu, on a participé en fait avec la paroisse au projet d'élaboration de l'hôtel. Ça, c'est pour vous montrer le détail de ce très beau antipendium brodé et brodé de perles aussi. Voilà. Et ensuite, on a créé, en fait, une société qui a créé un panneau en laiton
qui est gravé au motif de l'antépendium. Et ce panneau en laiton, par exemple, quand il y a vraiment les grandes cérémonies, Noël, Pâques, etc., l'autel s'ouvre par le côté, il retire le panneau en laiton, il le glisse derrière, il y a l'antépendium, et une fois que la messe est finie, pour pas qu'il souffre trop de la lumière, etc., hop, on ressort le panneau en laiton, on le remet devant. Et à l'intérieur, il y a un petit système qui mesure l'humidité, etc., et qui nous alerte s'il y a des conditions de lumière ou d'humidité qui ont trop changé dans l'hôtel. Là, c'était pour vous montrer comment se passe un transporteur. Donc, j'ai pris le plus récent, la descente du Simon Berthélémy. Alors déjà, il faut savoir qu'un transporteur, ça commence à 7 h du matin parce qu'il faut que les camions puissent arriver, des gros camions et se garer. Voilà, vous avez Saint-Sulpice au petit matin. Ensuite, il va falloir, comme le tableau est très haut et très grand, il va falloir monter un échafaudage. Donc, c'est le déchargement de l'échafaudage. L'échafaudage doit entrer dans l'église avec une grue. Vous voyez, rien n'est simple. Ensuite, il est acheminé. L'échafaudage est monté devant le tableau. Voilà. Et là, ils vont pouvoir procéder à la descente du tableau. Ensuite, voilà le tableau descendu. Et là, aux surprises, quand on retourne, on n'avait jamais vu autant de poussière de notre vie. Voilà. Parce qu'on pense qu'il n'a jamais, mais ce qui est un très bon signe, hein, ça veut dire qu'il, sans doute, depuis après la Révolution, il n'a jamais bougé ce tableau. Hein, sans doute depuis les années 1802, 1805, enfin, il n'a jamais bougé. Donc, il y avait 225 ans de poussière derrière. Vous voyez ce que ça donne, voilà. Et après ça, ensuite, ils vont, vous voyez, par terre, il y a des matériaux d'emballage. Ils vont devoir coucher le tableau sans le laisser tomber, évidemment. Voilà, vous voyez le dos. Et là, c'était pas possible d'aspirer à ce moment-là, parce que bon, on essaie aussi de faire ces transports sans que ça gêne, hein, la paroisse. Donc, on l'a emballé, le tableau part. Voilà, il sort de l'église. Vous voyez la taille du tableau, quand même. Il fait, je crois, 4,60 m sur 2,60 m. Hein, c'est un petit. Voilà, et là, il est chargé à la grue dans le camion. Donc, tout ça prend à peu près une grosse... Là tout s'est bien passé, mais ça prend presque une journée, quoi, en fait, parce qu'après, ils vont démonter l'échafaudage, remporter l'échafaudage. Et pendant ce temps-là, ce camion-là est allé livrer le tableau dans l'atelier de restauration, où là, on a pris soin d'ouvrir au fur et à mesure en aspirant pour pas que ça nous contamine de poussière tous les autres tableaux. Donc, vous voyez que c'est quelque chose c'est des opérations qui sont un petit peu complexes à monter, qui prennent plusieurs jours d'organisation, qui nécessitent qu'on soit sur place, voilà, dans l'équipe. Alors, les plans de sauvegarde, voilà, on essaie vraiment 96 plans de sauvegarde à faire. Je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Ça veut dire qu'on va dans chaque église, il y a 4 conservateurs églises en tout, qui se répartissent. Donc, à chaque fois, on y va avec notre chargé de conservation préventive qui s'occupe de ça. Et on est là pour lui dire les priorités, en disant, voilà, s'il y avait un incendie, il faut sortir ça en premier. Alors, ça se complexifie parce que selon que l'incendie démarre là ou démarre là, ce ne sont pas les mêmes choses en premier. Voilà. Et puis après, bon, elle fait des plans, elle fait tout ça, elle prend contact avec les pompiers. Il faut trouver aussi des lieux où mettre les œuvres. Parce que ce n'est pas tout de sortir les œuvres, mais les incendies, c'est pareil, c'est toujours le dimanche ou en pleine nuit. Une fois que vous avez vos tableaux sur le trottoir, vous en faites quoi? Voilà. Donc, il faut penser au point de chute. Et puis après, on essaie de faire au moins une fois par an. Chaque conservateur fait un exercice, diapositive suivante, avec les pompiers. Donc là, c'était un exercice à Sainte-Marguerite. Vous voyez qu'ils ont le plan avec toutes les choses importantes à sortir répertoriées, puis ils s'entraînent à ouvrir les tableaux de bâche ou à sortir des choses. Ça leur permet de se familiariser avec les lieux, etc. Puis nous, de gérer un faux incendie, je vous rassure, mais on nous dit toujours qu'on est paniqué quand il y a un incendie. Même le faux, on panique. Alors, pour vous dire que c'était le vrai. Voilà, ça c'est à Saint-Eustache. Donc, des fois, il y avait des exercices où on enfume l'intérieur de l'église. Enfin bon, là, à Saint-Eustache, il y avait un camion qui permettait, avec des télés, qui permettait d'avoir notre plan projeté et de les suivre directement sur l'écran. Voilà, là, on s'était entraîné, vous voyez, à décrocher des tableaux. Et alors là, la dernière, il y a un petit... Non, voilà, c'est qu'on avait un spectateur qui n'a pas loupé une miette de ce qui se passait, qui passait, il était habillé en pompier déjà. Il avait 3-4 ans, il mangeait son petit déjeuner parce que c'était le matin, et après il s'est arrêté, il a mangé son petit déjeuner en regardant le camion des pompiers, il était trop content. Ensuite, la conservation matérielle et la protection, je me rappelle même plus ce que j'ai mis, donc on va voir. Ah oui, ça c'est les chantiers qu'on fait en réserve, pour essayer de, pareil, dépoussiérer les œuvres, emballer les œuvres. Donc là, ce jour-là, on avait fait un chantier pour essayer de protéger des fois on a des grands décors
qui ont été enlevés de bâtiments administratifs qui sont des toiles roulées, donc on protège, on aspire, donc là on rangeait, donc ça c'est toute l'équipe. Voilà, vous reconnaîtrez ceux qui, voilà, Louise Delbar, ceux qui sont de Notre-Dame-des-Champs qui la connaissent. Ensuite, voilà, vous voyez, on fait des séances d'aspiration de nos plâtres et des mobiliers, donc c'est encore Louise qui est sur place, les chapiers, on sort et puis on met des toiles neutres, et puis après on rerange au moment du récollement, les vêtements, en essayant de les dépoussiérer et tout, parce que c'est des vêtements qui ne servent plus, puis on les referme pour qu'ils soient un peu plus protégés. Voilà, les restaurations, alors là j'ai mis quelques chantiers. Celle-là, c'est une chapelle de Saint-Sulpice, faites voir laquelle c'est, une fois restaurée, c'est Saint-Joseph, ça. Saint-Joseph de Landel. Je peux voir combien. Ah, il veut pas? Ah bah, remarquez, elle n'est pas loin. C'est parce qu'elle est... Ça oui, allez-y, je vais expliquer. Moi, je vais expliquer. Voilà, la voilà restaurée. Mais je vais expliquer. En fait, c'est pour vous expliquer pourquoi des fois des chapelles qui vous semblent dans un état déplorable restent longtemps comme ça. C'est parce que quand il y a eu des anciens dégâts des eaux, etc., bon, nous, à un moment, on est alertés. Il va falloir qu'on aille faire un constat sur la peinture abîmée. À ce moment-là, si ça vient des voûtes et tout, on est obligé d'alerter nos collègues du service d'architecture, qui eux vont envoyer un architecte faire un diagnostic, donc ça prend déjà quelques semaines ou mois, qui va rendre son diagnostic, qui va trouver la cause. À ce moment-là, il va proposer un traitement. Ce traitement, il va coûter genre plusieurs millions. Donc, il va falloir trouver l'argent pour le faire, puis lancer le marché public, puis mettre en œuvre les travaux de toiture. Donc, nous, pendant ce temps-là, le décor, on ne peut pas y toucher. Hein. Et à ce moment-là, il faut attendre que ça sèche, parce que je pense que tout le monde a eu une fois un dégât des eaux chez soi, on n'a pas le droit de repeindre tout de suite. Bah, nous, les peintures murales, une fois qu'on a traité le problème, c'est pareil, on n'a pas le droit d'intervenir tout de suite. Bon, une fois qu'on nous donne le feu vert, il faut au bout de 2-3 ans, c'est l'école de la patience, il faut faire une étude de restauration, une proposition de traitement, faire le financement, trouver le financement, avoir le marché public, mettre en œuvre, et puis après, il y a un gros dégât des eaux, et on recommence. Voilà. Et une chose aussi importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour que les restaurateurs puissent accéder aux peintures, évidemment, il y a des échafaudages dans les chapelles, mais quand les décors et les églises sont inscrits, enfin protégés au titre des monuments historiques, entre autres classés monuments historiques, on doit évidemment prévenir l'État, la DRAC, la Direction des Affaires culturelles régionales des Affaires culturelles d'Île-de-France, que l'on fait des travaux. Donc, et il y a un délai de 2 mois pour obtenir l'accord de faire les travaux. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ça coûte moins cher de mettre l'échafaudage, d'envoyer les restaurateurs faire leur étude et de remettre le protocole de restauration, de l'envoyer à la DRAC, d'attendre 2 mois et de commencer, plutôt que de déposer l'échafaudage, puis au bout de 2 mois, remonter l'échafaudage. Donc, c'est pour ça que souvent les gens me disent, c'est fou, la ville de Paris paye des échafaudages sur lesquels il y a personne. Voilà. Non, c'est pas qu'il n'y a personne, c'est que c'est le temps administratif du dossier. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne s'amuse pas à monter des échafaudages pour rien. S'il y a un échafaudage, c'est qu'il va se passer quelque chose, mais il faut juste qu'on ait les autorisations de l'État pour le faire. Voilà. Donc, ça, c'était des exemples de restauration. Vous irez voir la chapelle Saint-Joseph peinte par Charles Landel avant, après. J'ai dû mettre des petits détails. Ah oui, parce qu'elle est tellement belle. Et Landel, c'est le seul décor mural qu'on connaisse de lui. Elle est très, très belle. Voici les petits détails. Regardez, elle est magnifique. Cette chapelle, on l'a vraiment complètement découverte. Il faut vraiment prendre le temps d'aller les regarder longuement une fois qu'elles sont restaurées, ces peintures murales. Je vous promets que c'est très, très beau. Voilà, vraiment, c'est toujours la même. Hein. J'ai un petit faible pour la chapelle Saint-Joseph. Voilà. Alors, par exemple, cette année-là, on avait restauré plein de chapelles Saint-Joseph parce que c'était l'année liturgique de Saint-Joseph. Alors, nous, il faut savoir qu'en fonction de l'état des œuvres, on essaie quand même toujours d'écouter. Si le curé nous dit, moi, c'est l'année Saint-Joseph, je veux qu'on restaure d'abord la chapelle Saint-Joseph, ben, on y va. Voilà, parce qu'on essaie toujours de lier ce qu'on fait avec en même temps la volonté du curé. Voilà, Saint-Germain, bah évidemment, je vous ai remis. Ça, c'est un chapiteau avant nettoyage à gauche, après nettoyage à droite. Vous voyez de quoi on est parti, à quoi on est arrivé.
Ça, c'était un pan de la chapelle de la Vierge de Haïm, à Saint-Germain-des-Prés, qui a été restauré il y a environ un an et demi. Voilà, grâce au fonds de dotation toujours du mécénat de Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez qu'avant, elle était verte et marron et on a retrouvé les vraies couleurs. La chapelle Saint-Joseph à Saint-Eustache, qui a été restaurée grâce au mécénat du World Monument Fund, qui était la seule chapelle avec un décor 17e à Saint-Eustache, où il y en a 6 qui n'a encore jamais été restaurée. Donc là, c'était catastrophique. Donc voilà, l'avant-après. Et vous pouvez avoir la voûte avant-après aussi. Voilà. Ça a tout changé. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est Notre-Dame-des-Champs. Un décor tellement beau aussi. Qui a complètement fait redécouvrir le peintre Joseph Aubert. Des tableaux aussi. Là, c'est un tableau de Natoire. Donc là, vous avez l'avant-restauration après, à Saint-Médard. Voilà. Et puis, j'ai dû mettre, voilà, et valorisation. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'on peut faire comme, il faut passer les suivantes. Des fois, on peut faire des expositions, mais comme on n'est pas un musée, il faut qu'on passe un accord avec des musées. Il y avait eu l'exposition au Petit Palais Baroque des Lumières en 2017. Il y a eu, diapositive suivante, à l'été 2024. Ah, je l'ai mis là, Statue de Paris. Oui, alors, Statue de Paris, c'était une exposition qui avait lieu sur des grilles avec des panneaux, mais tout sur la statuaire parisienne, comment on fait un bronze, comment, voilà, les statues détruites sous l'occupation. Enfin, on avait fait au moins une vingtaine de panneaux racontant l'histoire de la statuaire parisienne. Et cette exposition, elle est toujours disponible en ligne sur le site paris.fr. Ça, c'était l'exposition du musée Carnavalet sur la Fontaine des Innocents de l'été dernier. Nous a permis de remettre pour la première fois en parallèle les reliefs qui sont au Louvre et les nymphes de la fontaine qu'on restaurait. Le suivant, on avait eu aussi de très beaux près du Louvre, comme ici les reliefs du Jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà. Et puis, on prête aussi aux expositions à l'étranger. Donc ça, c'était le de la Croix qui était parti à New York. Et ça, c'est pour montrer que la caisse était tellement grande qu'elle ne pouvait pas tenir debout dans un camion ou dans un avion. Donc, c'était une caisse spéciale en biais. Voilà. On a prêté, par exemple, l'an dernier, la rétrospective Coipel au Musée des Beaux-Arts de Rennes. On a prêté le grand Coipel de Saint-Méry. Et on va prêter, quand vous verrez l'exposition Zurbaran au Louvre, nous allons prêter le Zurbaran de Saint-Médard, qui a été restauré aussi l'an dernier, la promenade de l'Enfant Jésus. Quand je vous dis qu'on n'a que des grands noms dans les églises. On fait aussi des publications en ligne sur le site paris.fr. Donc là, c'était les plus beaux vitraux des églises parisiennes. Là, vous avez une cartographie des statues de Paris. Et après, voilà, je vous ai grossi le 6e arrondissement. Puis après, vous avez à côté, vous pouvez cliquer sur toutes les œuvres. Vous avez au moins le cartel de l'œuvre. Et des fois, quand on a eu le temps, mais on n'a pas tellement le temps, il faudrait qu'on fasse plus souvent une petite explication sur l'œuvre. Mais ça viendra dans les années. Voilà, mais vous pouvez sélectionner par arrondissement, par auteur, par thème, voilà. Et les publications, ça c'est le catalogue de la Fontaine des Innocents. Et puis, nous avions fait des journées d'études en novembre 2023, ce qui nous a permis de publier dès 2024 un livre qui s'appelle « Peindre dans les églises parisiennes au XIXe siècle », qui permettait voilà, de faire un peu le point sur tous ces chantiers de restauration de peinture murale du XIXe siècle. Et voilà, c'était une photo de pied de restauratrice sur un chantier. Donc voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la vie du service. On nous dit souvent qu'on fait un métier passionnant, je vous le confirme. Voilà, nous sommes cependant très exposés au réseau public. Voilà, souvent ça. Voilà, on nous reproche beaucoup de choses, sachez qu'on fait au mieux, voilà, avec ce qu'on a, avec la passion, mais qu'on échangerait pour rien d'autre au monde. Voilà, merci beaucoup. Après votre exposé, madame, nous allons regarder les églises, enfin visiter les églises et considérer les statues de l'extérieur de votre œuvre. Je pense que nous attacherons peut-être davantage au pigment et au méfait de leur sécrétion, si je puis dire, que nous ne le faisons d'habitude. J'aurais quelques questions. Tout ce qui est cimetière vous échappe, n'est-ce pas, en matière de
statues qu'il peut y avoir dans les cimetières et de maltraitance, d'abandon. Oui. Alors, mais parce que en fait, tous les statuts des cimetières relèvent de la direction des espaces verts, parce que les cimetières sont gérés par la direction des espaces verts. Mais nous avons un collègue, Arnaud Chenir, qui est vraiment très très investi dans la restauration des tombeaux. On travaille beaucoup avec lui parce qu'évidemment, les sculpteurs de nos statues parisiennes sont les sculpteurs de nos cimetières parisiens. Et qu'en plus, comme je vous ai dit, à la ville, on travaille avec des équipes de restaurateurs qui sont engagés auprès de la ville par marché public. On partage le même marché, donc voilà, on est souvent en lien avec lui. Et alors lui, je crois qu'il est, enfin, nous, pour 96 églises, 40 000 œuvres et 1000 statues et 2 réserves, nous sommes 15. Lui, il est un peu tout seul, donc il faut être pour 3 ou 4 grands cimetières. Les équipes sont encore plus réduites, mais franchement, voilà, elles ne sont pas abandonnées. Il peut y avoir du vandalisme aussi, heureusement moins que dans l'espace public, heureusement pour lui. Mais il y a un vrai souci de l'art funéraire à Paris. C'est-à-dire que, alors, effectivement, il y a pas seulement l'art funéraire, mais après, vous me direz que ça ne dépend plus, ça ne dépend pas, c'est surtout les tombes qui sont à l'abandon, complètement détériorées, démolies, défoncées. J'avais une autre petite question, mais je pense qu'elle relève du petit patrimoine. Les statues qui sont à l'angle je pense à une statue de la Vierge en particulier, qui est à l'angle de la rue de Turenne et de la rue de Villehardois, quelque chose comme ça. Ces petites statues qui sont fichées dans les murs sont du petit patrimoine, elles ne relèvent pas de nous. Alors, c'est pas parce qu'elles sont du petit patrimoine qu'elles ne relèvent pas de nous, c'est parce que souvent elles sont des propriétés privées. Voilà. Et très souvent, on nous demande de restaurer des biens privés. Mais comme je dis, nous, on gère de l'argent public. Normalement, quand on restaure un bien privé avec de l'argent public, moi, j'appelle ça du détournement de fonds. Donc, je dis non. Forcément, je n'ai pas envie de finir en prison. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ce patrimoine. Mais c'est souvent quand il est privé, ben, nous, on n'a pas la possibilité d'intervenir. Vous voyez, par exemple, l'autre jour, on a attiré notre attention sur un... Vous avez dû voir ça, peut-être... Enfin, moi, je ne poste jamais rien sur les réseaux sociaux, mais je les suis parce que par rapport à mon métier, c'est important qu'on sache. Dans un magasin, un ancien magasin Félix Potin, qui est un Franprix, il y a une mosaïque de sol qui s'abîme avec le passage des chariots et donc tout le monde a été saisi, mais sauf que c'est pas du tout, ça appartient pas à la ville, c'est un bien privé et donc la ville n'a aucun droit d'aller dire à Franprix arrêtez de passer des chariots et qu'on ne peut pas déléguer nous un restaurateur. Voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et mon dernier point, sur quels critères vous fondez-vous pour lancer une restauration? Parce que vous avez plusieurs tableaux de peintres très célèbres qui se détériorent en même temps. Et comment décidez-vous que ce sera plutôt celui de telle église plutôt que de l'autre qui finalement va gagner pour une année la restauration? Alors, déjà, on a une grande chance, on a dans la salle notre chargé de mécénat, c'est que dans les églises, on a quand même beaucoup de mécénat. Et en fait, je dirais que le mécénat nous aide beaucoup. Pourquoi? Parce que bon, nous, on a un budget fixe qui nous permet de faire un certain nombre d'œuvres. Et quand on a du mécénat, je dis le mécénat n'est pas là pour se substituer à ce que nous allons investir dans le patrimoine, mais au contraire, il nous permet d'en faire davantage. Parce que tout ce qu'on va pouvoir faire avec du mécénat, ben, ça veut dire qu'on pourra faire autre chose. Et souvent, c'est normal, un mécène, il va se tourner vers... un mécène, il veut qu'il y ait un retour sur son investissement. Et donc, un mécène, il va nous demander de restaurer des choses connues. Et si on présente un tableau d'un artiste pas du tout connu à un mécène, il ne va pas vouloir. Et c'est normal. Donc, c'est vrai qu'on les grands noms, les tableaux, on n'a pas trop de mal à les faire mécéner. Là, on pense qu'on va, c'est pas encore sûr, mais le Simon Bertellini, voilà, il y a déjà quelqu'un qui se positionne, nos grands mécènes qui se positionnent pour le mécéner. Mais justement, le fait qu'il y ait un mécène qui mécène le Simon Bertellini, moi, il va me permettre peut-être d'aller restaurer un tableau qu'on a très besoin, mais comme il n'est pas du tout connu, voilà. Alors après ça, on choisit, en fonction de l'état du tableau, hein, plus il y a urgence, plus on intervient, mais on choisit, comme je vous l'ai dit aussi, on essaie d'écouter la paroisse. Et eux, s'il y a une raison liturgique à faire celui-là avant celui-là, s'il y a une raison, on essaie d'écouter, puis on essaie de leur faire comprendre que peut-être vaudrait mieux faire celui-là plutôt que celui-là, et puis ils essaient de nous dire le contraire, donc on discute, et puis on essaie de trouver un accord, voilà, c'est un peu comme ça. On est toujours dans la concertation, en tout cas.
Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 ça arrive. Donc, dans les réserves, on a Alors, soit il y a le moyen de le stocker à la paroisse, nous, on préfère toujours, soit vraiment, quand ils n'en veulent plus, on le reprend en réserve. Alors, ce qu'on essaie, c'est que vraiment, on a un inventaire par paroisse pour essayer de... Enfin, vous connaissez sans doute Alexandre Lenoir qui avait, voilà, je dis on essaie de pas faire du Alexandre Lenoir, il a eu des choses formidables, mais il a un peu tout mélangé des fois, et donc on essaie, parce que sinon ce sera ingérable si au bout de 100 ans, le truc de Saint-Sulpice, il est à Saint-Joseph-des-Carmes, mais qu'à Notre-Dame-des-Champs, on en a mis à Saint-Eustache, enfin, c'est pas possible, donc on essaie vraiment que les œuvres, soit elles sont dans l'église, soit elles partent en réserve, mais sauf cas exceptionnel, on ne va pas redéposer n'importe où les œuvres. Donc ça arrive. Après, c'est vrai que, enfin, comment dire, avec le temps, les choses évoluent. Par exemple, il y a déjà eu des cas où un curé dit, ah voilà, il y a plusieurs tableaux, moi c'est trop, je veux des murs nus et tout, hop, on les met en réserve. Et puis le curé d'Apron discute, et puis un jour, on dit, vous savez, on a des tableaux à vous en réserve. Ah bon? Ah, ben, ce qui sait pas. Voilà, alors on l'amène, ah non, mais il faut les raccrocher, alors hop, on les ramène. Enfin voilà, ça dépend un petit peu du curé, de l'époque, voilà. Mais oui, ça arrive. Je dirais que le cas le plus célèbre d'enlèvement qui avait été, alors moi je n'étais pas du tout à la ville, hein, c'était il y a quand même un certain temps, douloureux, c'est le banc d'œuvre de Saint-Gervais-Saint-Protais, qui, il y a eu une demande de l'enlever de Saint-Germain-Saint-Protais, et à l'époque, mes prédécesseurs s'y étaient opposés, parce que ça fait presque partie des biens immeubles, le banc d'œuvre. Et du coup, comme Saint-Gervais-Saint-Protais est en face de l'hôtel de ville, à l'époque, l'ordre religieux qui était Saint-Gervais-Saint-Protais est allé supplier Madame Chirac de donner l'ordre de le banc d'œuvre, qui est donc en réserve, qui nous occupe un quart de réserve, parce qu'il est terriblement grand, et on a toujours le banc d'œuvre de Saint-Gervais-Saint-Protais, et c'est pas du tout... comment dire, d'actualité qui y retourne, mais bon, peut-être qu'un jour, dans 100 ans ou 200 ans, Saint-Gervais-Saint-Protais retrouvera son banc d'œuvre, je ne sais pas, mais voilà, oui, oui, ça arrive. Nous, on est là pour que les œuvres ne disparaissent pas, donc on préfère qu'on nous les rende plutôt qu'on les jette. Enfin, Vous avez une disparition? Il faut faire une disparition? non, pas énormément, heureusement. Alors, vous savez, ce qui est... Non, il peut y avoir des pertes, des casses, peut-être qu'il y a quelques... Alors, dans les petits objets, il peut y avoir des fois des vols, mais c'est... Non, je pense pas. Après, il y a eu des... Dans les inventaires, on voit bien qu'il y a eu des disparitions au moment des guerres. Une fois, on nous a appelés pour nous dire que c'était incroyable. C'était la Société des Amis du musée d'Amiens qui avait trouvé que chez un antiquaire breton, il avait mis en ligne un immense pique-cierge de Thomire qui venait de Saint-Roch. Nous, on était passé à côté du truc, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, en effet, on a vérifié, il y avait bien dans l'inventaire 1905 un ensemble de 6 immenses pique-cierges de Thomire qui avaient complètement disparu au moment de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et donc, on a prévenu l'antiquaire qui nous l'a tout de suite rendu, hein, parce que dans ce cas-là, il ne savait pas lui non plus. Et on a récupéré un des pique-cierges, et du coup, ça a permis de le photographier et de faire, dans ce cas-là, on fait un dépôt de plainte. Alors ça inquiète toujours un peu les curés quand après un récollement, s'il manque des choses un peu importantes, on dit bon, on va faire un dépôt de plainte, mais c'est pas pour mettre le curé en prison, je vous rassure. C'est simplement que le dépôt de plainte permet qu'il y ait une photo qui soit intégrée à la base Tréma, et cette base, eh bien, les antiquaires sont normalement obligés de la consulter quand ils mettent un objet en vente pour être sûrs qu'ils ne font pas de recel. Donc, ça permet de retrouver parfois des objets. Voilà. C'est le but du dépôt de plainte. Non, il n'y a pas tellement de disparitions. En revanche, il y a eu des périodes, par exemple au début des années 80, il y a eu des vagues de vols dans les églises.
Et en fait, en revanche, en 2022-23, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une vague de vandalisme dans les églises avec un monsieur très dérangé qui rentrait, qui fracassait les sculptures. Il en a fracassé, je ne sais pas combien, il allait toujours à Saint-François-Xavier, donc les pauvres, voilà. Donc ça arrive, c'est très difficile de lutter contre ça, vraiment très difficile, parce que c'est inattendu, ça fait partie des facteurs humains catastrophiques et immédiats, mais surtout, bah, une église n'est pas un musée, c'est un endroit où on rentre librement, pas se douter que quelqu'un d'un seul coup va se jeter sur une œuvre et la mettre par terre. Mais heureusement, c'est pas trop souvent. Le Lion de Belfort. Alors, le Lion de Belfort, il y a un projet de restauration de la place qui a été pour le moment repoussé. Alors, les dernières nouvelles que j'ai d'aujourd'hui, il a été repoussé en démarrer en fin d'année 25. Et évidemment, nous, il faut qu'on s'insère dans ce projet pour restaurer le Lion, parce que vous n'aurez pas échappé que le Lion, il n'y a pas de passage clouté pour aller au Lion, donc, et que les voitures tournent complètement autour du Lion. Donc, c'est pareil, si on met un échafaudage autour du Lion, vous imaginez la taille de l'échafaudage, donc on bloque la circulation. Donc, dans ce cas-là, on essaie encore une fois de s'insérer dans un projet plus vaste, parce qu'on n'imagine pas qu'il bloque la circulation plusieurs semaines ou plusieurs mois pour refaire la place, et que nous, on arrive 15 jours après en disant, bon, bah, nous, on va vous bloquer la circulation parce que maintenant, on restaure le Lion. Ça passerait très, très mal. Donc, on essaie toujours. Donc, du coup, comme nous, j'allais dire, on n'est pas porteur du projet, on est tributaire du calendrier décidé par la voirie. Mais nous, on a vraiment dit que s'il fallait restaurer Lion de Belfort, on ne pouvait le faire qu'à ce moment-là, parce qu'après, c'est très compliqué d'atteindre le Lion de Belfort. Voilà. Et vraiment avec une voiture qui tourne autour de près. Oui. Merci. La question est, est-ce que vous conservez les œuvres d'art provenant de l'exposition temporaire? Je pense en particulier à l'exposition des arts décoratifs de 1925, dont on fête le centenaire cette année. Et il y avait un village français avec une église du village français, le village français type, avec une église dont la décoration avait été confiée à de grands noms. Absolument. Alors, non, hélas, on n'a pas conservé, mais tout comme nous avions fait en novembre 2023 une journée d'études sur les peintures murales, nous avons un projet de faire en novembre 25 une journée d'études sur, à l'occasion du centenaire de l'exposition de 1925, sur le patrimoine parisien Art Nouveau. Et donc, nous y travaillons et on a une collègue qui est en train d'éplucher de tas de documents qui retrouve beaucoup de choses sur ce pavillon. Et si on arrive vraiment à mettre au point cette journée, il y aura une communication sur ce pavillon et sur cette église type dont j'ai vu, elle m'a montré les photographies et qui est un sujet très intéressant. Et cette journée devrait, on essaie de les faire sur 2 jours à chaque fois. Le premier jour à l'auditorium de l'Hôtel de Ville. Le deuxième jour, on essaie d'être accueilli par une mairie. Alors, je crois que ce sera la mairie du 14e qui a un décor Art Nouveau pour pouvoir faire vraiment dans des lieux Art Nouveau. Et souvent, le dernier après-midi, on le consacre à des visites de lieux. Donc, on est en train d'imaginer peut-être l'Institut Eastman, enfin voilà, des lieux Art déco. On va essayer. Et de même qu'on est sur un projet de restauration qui cette année a été posé au budget participatif. Donc ça, je vous invite à toujours voter pour les projets patrimoine au budget participatif parce que c'est des sous en plus pour nous. Et donc, un projet de restauration de la fontaine de Bussy dans le 16e arrondissement, voilà, qui a été faite par les frères, le nom m'échappe à l'instant. Voilà, j'avais une réunion dessus juste avant, mais le nom m'échappe. Bon, ça va revenir. Et donc, voilà, cette très belle fontaine Art déco avec toutes les œuvres de... Voilà, les frères Martel, merci beaucoup. Va être mis au budget participatif et donc il ne faudra pas hésiter à voter pour le projet au mois de septembre pour qu'on puisse... Et en attendant, la mairie a dégagé un budget pour déjà la remettre en restaurer la fontainerie. Et là, ça permettrait de restaurer la sculpture et la structure en béton qui s'abîme un petit peu. Voilà. Et de créer un parcours. Tout. Écoutez, je crois que nous allons être obligés Il faut remettre le... Pardon. Ce qu'il faut que je fasse. C'est pas grave.
nous allons être obligés de conclure. Je vous remercie vivement. Une dernière petite question. Quand vous parlez de vos réserves, c'est Oui, non, mais c'est très caché. Si vous ne voulez pas dire où, on comprendra très bien. Ah, c'est vrai qu'on évite de dire où parce qu'une réserve, on dit que jamais où c'est pas. Mais on a deux réserves, une au sud de Paris, une au nord. Celle au sud conserve plutôt, c'est là où il y a notre atelier de restauration, on restaure tous les grands formats, et elle conserve plutôt les modèles plâtre du 19e siècle qui ont permis de donner la statuaire. Celle qui est au nord de Paris, c'est plutôt là où on stocke de la statuaire publique quand elle est déposée. Parce qu'on refait un square, etc. Puis des fois, on nous dit qu'elle va être reposée, puis elle n'est pas reposée, donc on la stocke. Voilà, et des gros formats, voilà, des choses Mais qui comme ça. dépendent de votre service. Là. Ah oui, oui, oui. Voilà, Oui, voilà, oui, oui. Il y a pas mal par exemple, de grandes peintures religieuses qui ne sont plus dans les églises, d'artistes fin 19e, qui, voilà, dont les curés ne veulent plus pour le moment, donc on les stocke. Il y a aussi des grands tableaux de bâtiments administratifs qui ne sont plus du tout dans l'air du temps, donc on les stocke en attendant qu'un jour ils redeviennent à la mode. Ah non? Non, non. Ça, c'est l'État. Voilà, c'est l'une des grandes. Voilà, on est la ville. Écoutez, très grand merci parce que je crois que nous avons fait de belles découvertes grâce à vous. Merci beaucoup.